C'est une somme de décisions et j'allais dire c'est même une somme de décisions et de non-décisions. Ce sont par exemple les décisions d'arrêter le surgénérateur Super Phénix à la fin des années 1990 qui aurait pu constituer le début de la 4e génération nucléaire industrielle qui avale ses propres déchets. Mais c'est aussi notre difficulté à prendre des décisions pour réduire notre consommation d'énergie, qu'il s'agisse de sobriété ou bien sûr d'efficacité énergétique, c'est-à-dire de rénovation des bâtiments, de transformation de nos usages. Et puis finalement, le point commun de toutes ces décisions, c'est qu'elles n'ont pas su assez prendre en compte l'énergie comme une industrie. Au fond, quand nous avons développé des filières industrielles, je pense à l'éolien offshore, je pense bien sûr avant tout au nucléaire, nous avons eu cette continuité économique, nous avons eu cette continuité dans les compétences, dans les savoir-faire et cette acceptabilité sociale qui a pu nous faire défaut sur d'autres énergies renouvelables. Les décisions donc les plus marquantes, c'est celles qui ont oublié que l'énergie était une industrie et qu'il fallait bien sûr la prendre comme telle en considération. Et puis il y a bien sûr un deuxième élément majeur, c'est le cadre économique et financier dans lequel ces politiques ont eu lieu et notamment le cadre européen. Lorsque nous avons accepté la remise en concurrence des concessions hydroélectriques, lorsque la France a proposé le mécanisme de l'Arenh pour pouvoir bénéficier de l'ouverture au marché européen de l'électricité tout en gardant EDF, elle s'est en fait comme tiré une balle dans le pied dans un de ses outils industriels les plus importants. Pour retrouver de la souveraineté, pour renforcer notre souveraineté et décarboner notre mix, la priorité, ne nous y trompons pas, c'est réduire notre consommation de fossiles. À chaque fois que nous réduisons notre consommation de gaz naturel ou de pétrole, nous dépendons un peu moins de pays plus ou moins sûrs en Europe et surtout à l'extérieur de l'Europe, et puis nous améliorons notre bilan carbone. Pour cela, il y a évidemment trois grands leviers. Le premier, c'est la sobriété et l'efficacité énergétique, moins consommer, qu'il s'agisse du covoiturage, de la réduction de la vitesse, mais aussi bien sûr de la rénovation thermique de ces bâtiments, de sa capacité à changer son chauffage. Il y a aussi la capacité à développer ce que l'on appelle la chaleur renouvelable, qu'il s'agisse de celle qu'on fabrique à partir du biogaz, de la chaleur de récupération, de la biomasse fabriquée à partir de certaines cultures intermédiaires. C'est très intéressant et très important parce que c'est un substitut direct aux énergies fossiles et il n'y a pas besoin de changer radicalement les usages. Il s'agit toujours de gaz, mais de gaz propre, où il s'agit toujours de chaleur. Et puis la troisième voie, et elle sera aussi nécessaire, c'est celle de l'électrification. L'exemple que l'on connaît tous, c'est celui des voitures électriques, des voitures thermiques qui deviennent des voitures électriques, mais cela implique un certain nombre de défis, par exemple l'approvisionnement en matières critiques, la capacité à fabriquer des batteries, des moteurs de véhicules électriques. Et donc c'est par ces trois piliers, réduction de la consommation, développement de la chaleur renouvelable et électrification, que nous parviendrons à réduire notre consommation de fossiles jusqu'à quasiment rien en 2050. Il est toujours difficile évidemment de se prononcer sur les ruptures qui ne sont pas encore arrivées ou qui pourraient arriver et qui par définition seront aussi des surprises scientifiques, technologiques et industrielles. Mais on peut en imaginer deux. La première, c'est celle du stockage de l'électricité. Vous le savez, l'électricité ne se stocke pas, c'est pour cela que nous avons besoin d'un réseau électrique qui est aujourd'hui géré en France par RTE et qui doit en permanence, à chaque instant, assurer l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité. Un des changements majeurs qui pourrait arriver, ce serait que nous soyons capables de développer le stockage massif de l'électricité. C'est-à-dire, pour le dire grossièrement, d'être capable de fabriquer de très grosses batteries capables de récupérer de l'électricité et de la stocker pendant un temps. Pourquoi? Puisque cela permettrait d'assurer une forme de réponse, au moins partielle, à l'intermittence des énergies renouvelables électriques comme l'éolien ou le solaire, et donc de stocker l'électricité que l'on produirait quand il fait jour, quand il y a du vent, pour être trivial, et qu'on pourrait récupérer aux autres moments de la journée ou de la saison. Et puis la deuxième rupture à laquelle on peut penser, même si d'une certaine manière elle a déjà eu lieu technologiquement en France, c'est celle de la 4e génération nucléaire. L'idée de cette 4e génération nucléaire, c'est que là où, dans la technologie actuelle de l'industrie nucléaire,
une fois que le combustible uranium a brûlé, eh bien, il y a des déchets que vous traitez, retraitez et que pour une grande partie vous stockez de manière inerte ou vous devez stocker en couche géologique profonde. Eh bien, la 4e génération met en place un processus qui permet de réutiliser la plus grande partie de ces déchets qui ne sont plus des déchets et qui deviennent à nouveau du combustible. C'est un peu l'économie circulaire du nucléaire. C'est le principal défi de la classe politique, des responsables politiques et bien sûr des élus de la nation que nous sommes dans les 20 prochaines années. Pourquoi? Eh bien parce que les usages aujourd'hui de gaz, de pétrole et même dans certains cas de charbon sont des usages de chauffage et de transport qui sont répandus dans toute la population et dont la sortie, l'achat d'un véhicule électrique, la capacité à moins se déplacer, à faire du télétravail, le chauffage pour passer d'un chauffage au gaz à une pompe à chaleur ou à un autre moyen de chauffage décarboné, eh bien cette sortie des usages elle est particulièrement onéreuse. Dans un monde où par ailleurs le pouvoir d'achat de nos compatriotes, qu'il s'agisse du pouvoir d'achat quotidien, de l'alimentation ou bien sûr du logement, est extrêmement contraint et où nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles crises. Donc cette question elle est absolument centrale, elle a déjà été prise en charge par les gouvernements successifs en créant des dispositifs d'aide qui sont plus ciblés sur les ménages modestes. Je pense à MaPrimeRénov' pour la rénovation énergétique ou au bonus écologique pour les véhicules. Bien sûr, cela ne suffit pas aujourd'hui et nous devons travailler à des restes à charge encore plus faibles. Nous devons, pour ainsi dire, faire la bascule pour ces ménages les moins aisés qui ont besoin d'être non seulement soutenus très fortement financièrement, mais aussi accompagnés. Je pense à la rénovation énergétique. Nous devons développer un accompagnement beaucoup plus individualisé pour que les ménages soient accompagnés dans leur manière de préparer leur rénovation, d'exécuter leur rénovation pour que celle-ci soit la plus globale et performante possible. Je ne crois pas, au contraire, parce que le travail que nous avons tenté de faire de manière transpartisane, d'ailleurs je veux le souligner à nouveau ici avec le président de la commission d'enquête, les autres membres de la commission d'enquête, il visait justement à ne pas tomber dans le piège des attaques ad hominem, des responsabilités individuelles qui viendraient tout résoudre et tout expliquer des 30 dernières années. Ce que nous montrons dans ce rapport, ce que les travaux, les auditions que nous avons faites montrent, c'est que chaque instant compte en matière de politique industrielle et de politique énergétique. Une fois que l'on a défini une ligne ferme, juste, qui est au service d'objectifs extrêmement importants, parfois lointains, comme la transition décarbonée ou bien sûr la renaissance industrielle, eh bien nous devons nous y tenir. Et pour cela, la première responsabilité du politique, c'est bien celle de s'informer, de comprendre globalement les enjeux techniques, les enjeux scientifiques, les enjeux industriels auxquels nous sommes confrontés, sans se prétendre ingénieur à la place de l'ingénieur ou scientifique à la place du scientifique, mais comprendre et s'interroger. Et au fond, lorsque le responsable politique assume cette charge, lorsqu'il la discute avec ses conseillers, avec ses collègues élus, eh bien la place qui est possible pour le consensus est beaucoup plus forte, puisque nous pouvons tous nous mettre d'accord autour d'un diagnostic, celui que j'appelle le mur énergétique, dans le rapport que j'ai rendu à la commission et qui a été adopté à une très large unanimité, et aux principales mesures, aux principaux outils dont nous aurons besoin à très court terme. D'ici 2030-35, nous avons besoin d'énergie renouvelable, puisque en matière électrique par exemple, nous n'aurons pas construit de nouveaux réacteurs nucléaires. Après 2035, étant donné la quantité d'électricité qu'il nous faut, nous aurons besoin aussi d'une relance vigoureuse de notre industrie nucléaire. Donc notre responsabilité, c'est de continuer à porter le travail de cette commission. Nous le ferons de manière transpartisane et c'est cela qui rendra plus crédibles les responsables politiques en matière énergétique.